Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e numéro des Original Monthly, notre petite émission qui revient sur les sorties du mois à venir. Aujourd'hui du coup on va se concentrer sur le mois de mai pour les comics de DC et Marvel. On va lancer tout ça tout de suite, mais avant ça je précise quand même que comme vous le savez actuellement les dates en fait des ouvrages peuvent être amenées à modifier. À l'heure où on enregistre, on a vérifié toutes les dates de sortie, donc normalement c'est bon, mais bon, ça peut être amené à modifier, donc restez à l'affût si il y a des petits changements. On se lance tout de suite dans cette petite présentation. Et on commence le mois de très belle manière avec le 3 mai, la sortie de la nouvelle collection à petit prix de Panini Comics. Ce mois-ci, on va s'intéresser plus à l'univers de Star Wars avec une collection qui va se concentrer sur plein de personnages de l'univers créé par George Lucas et nous proposer un petit peu des portes d'entrée pour entrer dans l'univers étendu des comics. Ça va être à chaque fois des comics qui se situent dans la nouvelle continuité instaurée par Marvel à partir de 2015, donc du coup le nouvel univers étendu. Comme vous le savez, chaque année, c'est le 4 mai, c'est le jour du Star Wars Day, donc du coup tout ça sort cette même semaine, et il y a pas mal de choses assez intéressantes. Alors je ne vais pas vous faire forcément le détail de tous les ouvrages, ça on le fera peut-être plus au moment de la sortie, mais notamment moi j'aime beaucoup le Obi-Wan Anakin, scénarisé par Charles Soule et dessiné par Marco Checchetto, qui revient pendant la guerre des clones sur la relation entre le maître et l'élève. On a également le début du run de Kieron Gillen sur Dark Vador, qui est vraiment super chouette, qui s'intéresse à comment Dark Vador va petit à petit comprendre que Luke est son fils, donc c'est vraiment assez bien fait. On a également le Chewbacca de Gary Digan et Phil Noto, qui nous présente une aventure assez pop du personnage, et surtout qui a l'originalité de nous placer dans la tête de Chewbacca. Donc ça vaut assez le détour, parce que c'est pas souvent qu'on pourra l'entendre parler autant. Donc voilà, une collection vraiment assez sympathique à petit prix, pour 100 à 150 pages. Vous pourrez avoir tout ça pour 6,99 €. Donc de quoi vous lancer dans la guerre des étoiles. En plus de ça, si tous ces ouvrages vous intéressent, vous pourrez bénéficier de la sortie d'un coffret. Panini Comics va faire ça maintenant pour chacune de leurs sorties un petit peu d'ouvrages découvertes, proposer un coffret dans lequel vous aurez directement toutes les bandes dessinées qui sortent. Donc ils avaient fait ça déjà pour les sorties sur les héroïnes de Marvel, et cette fois-ci ça sera sur les Star Wars, où vous aurez les 6 volumes dedans pour un prix de 41,94 €. Et on continue cette semaine du coup autour de Star Wars avec notamment la semaine du 4 mai, donc May the Force be with you, avec la sortie de Star Wars Hidden Empire tome 1. On avait déjà eu le prologue qui était sorti. Hidden Empire, c'est tout simplement le nouvel event qui est dans l'univers de Star Wars, toujours scénarisé par Charles Soule, qui conclut du coup sa petite trilogie après War of the Bounty Hunter et Crimson Reign. Hidden Empire, c'est du coup la fin de cette trilogie, centrée autour du personnage de Qi'ra, notamment un personnage que vous aviez peut-être découvert avec le film Solo, notamment un film assez moyen, mais qui avait la particularité d'amener des personnages assez intéressants, comme le personnage notamment de Qi'ra, qui a fait revenir après dans les comics, et qui du coup a repris les rênes de l'Aube écarlate, voilà, Crimson Empire, Crimson Dawn, voilà, en anglais, et qui du coup voilà, vit des aventures. Et Hidden Empire, donc c'est le dernier volume de cette saga, qui va voir notamment Qi'ra essayer de mettre une bonne fois pour toutes fin à l'avènement des seigneurs Sith, mais ça va pas forcément se passer comme elle l'entend. C'est une série qui du coup sera en 5 volumes et qui sera toujours scénarisée par Charles Soule, je vais y arriver comme je vous le disais. Ça sera du 16 € pour l'édition souple, du 22 € pour l'édition cartonnée, et c'est une 160aine de pages à peu près par tome, voilà, histoire de vous tenir en haleine. Bien sûr, dans ces tomes, vous aurez aussi, en plus de la série Hidden Empire, les tie-in de Star Wars, de Dr. Aphra et tout ce qu'il y a qui se passe en parallèle. Voilà, vraiment pour avoir l'ensemble avant que ça arrive en librairie, en format relié, en 100% notamment. On continue cette semaine spéciale Star Wars chez Panini Comics avec la sortie du Obi-Wan de Christopher Cantwell. Un récit qui va se centrer sur le personnage de Obi-Wan ou Ben Kenobi, et qui va pour originalité de revenir sur toute l'histoire du personnage. Le principe c'est qu'on va voir le Ben Kenobi qui est sur Tatooine, qui veille sur Luke Skywalker, et qui va
raconter dans une espèce de journal intime, sa vie en fait, où il va redécrire eh bien, ses débuts en fait, de l'enfance, le moment où il a été repéré pour devenir eh bien, chevalier Jedi, sa formation avec Qui-Gon Jinn, le moment où il va devenir maître avec Anakin, et puis eh bien, la guerre des clones, le duel fratricide et eh bien, son exil sur Tatooine, et tout cela eh bien, de manière à chaque fois de nous retracer un élément caractéristique en fait, du personnage, d'essayer en passant eh bien, par les différents moments de sa vie, à savoir qu'est-ce qui caractérise le plus eh bien, ce personnage qui est bien central pour l'univers eh bien, de Star Wars. C'était créé eh bien, par le scénariste Christopher Cantwell, dont je vous vante eh bien, les mérites dès que possible. Ce scénariste à l'origine est bien issu de la télévision, qui avait créé la série Halt and Catch Fire, et qui a mis eh bien, le doigt dans l'univers du comics eh bien, il n'y a pas si longtemps, et notamment eh bien, chez Marvel, où il a scénarisé eh bien, des séries sur Dr. Fatalis, sur Iron Man, il a fait des séries absolument incroyables en indépendant comme Everything chez 404 Comics, et bien, c'est aussi eh bien, excuse-moi. C'est également eh bien, un grand fan de l'univers de Star Wars et de Star Trek, et du coup, j'imagine que quand Marvel lui a proposé d'écrire sur cet univers, eh bien, il n'a pas manqué de s'y plonger, et il a vraiment une écriture assez sympathique sur le personnage, et toujours eh bien, de chercher à montrer eh bien, l'intimité profonde des héros eh bien, qu'il écrit, et surtout eh bien, à rajouter des choses un petit peu personnelles dans l'histoire, et ça, eh bien, je vous laisserai plus le découvrir. En plus, eh bien, ce qui est assez chouette, c'est que comme on se concentre sur différentes périodes pour Obi-Wan, chaque chapitre eh bien, va être dessiné par un dessinateur différent qui va permettre eh bien, d'aborder eh bien, plusieurs styles dans la même histoire. Du coup, vous pourrez eh bien, retrouver ce volume eh bien, pour 18 € et pour eh bien, 120 pages. Du coup, eh bien, que la force soit avec vous, j'espère que ça vous plaira. On termine en faisant une petite entorse eh bien, à cette semaine spéciale Star Wars avec la sortie en must-have du récit Hulk, futur imparfait de Peter David et du grand George Pérez. Classique eh bien, indémodable et incroyable eh bien, du run de Peter David sur Hulk, qui eh bien, va voir le personnage de Bruce Banner se retrouver dans un futur eh bien, très lointain, complètement eh bien, post-apocalyptique, ravagé eh bien, par une guerre nucléaire, où eh bien, une résistance s'est mise en place pour destituer eh bien, le grand tyran, le maestro, qui tient eh bien, d'une poigne de fer les derniers survivants eh bien, de cet hiver nucléaire. Et ce maestro n'est autre eh bien, qu'un Hulk qui a eh bien, un petit peu pété un câble et qui est devenu eh bien, complètement odieux, horrible et totalitaire, et il ne tient eh bien, qu'à son Louis eh bien, du passé de le destituer. Cette histoire eh bien, elle s'inscrit dans tout ce que l'auteur eh bien, Peter David avait pu faire eh bien, sur le Colosse de Jade, qui est vraiment une approche fondamentale sur Hulk. Peter David, il était arrivé eh bien, un petit peu par hasard sur le personnage en 1987, parce qu'à l'époque, eh bien, plus personne ne voulait écrire sur Hulk, plus personne n'avait d'idée, et Peter David, lui, c'était un jeune auteur qui avait commencé en travaillant un petit peu à l'éditorial de Marvel, qui avait fait quelques épisodes eh bien, de Spider-Man, et qui va eh bien, reprendre Hulk un petit peu parce que il y avait personne d'autre, et il va être eh bien, diablement inspiré parce que c'est lui qui va donner eh bien, l'idée que Bruce Banner en fait est schizophrène à cause eh bien, de sa jeunesse eh bien, très tortueuse, notamment d'un père très violent eh bien, qui a tué sa mère et qui le battait. Il a développé eh bien, plusieurs personnalités, et quand il a été exposé au rayon gamma après la bombe eh bien, qui a sauté, en fait le Hulk a fait ressortir l'une de ses personnalités enfouies, et on va du coup eh bien découvrir avec Peter David eh bien plusieurs versions de Hulk. Du coup le Hulk est bien un petit peu bêta, juste sauvage, un Hulk un petit peu plus intelligent, Joe Fixit qui est un gros arnaqueur, le Devil Hulk, et j'en passe. Et toute l'entreprise de Peter David eh bien ça va être de réunir toutes ces personnalités pour créer eh bien un Hulk un petit peu parfait, qui va pouvoir eh bien faire la paix un petit peu avec lui-même. Ça va être la création eh bien du Doc Green, et toute l'idée eh bien derrière ce futur imparfait, c'est de justement confronter la meilleure version eh bien, de Hulk à la pire version de lui-même en fait. Qu'est-ce que Hulk pourrait devenir si eh bien, il est... justement, il décidait d'utiliser toute la puissance eh bien, qu'il a acquise pour faire le mal et pour dominer les autres. Et on va voir eh bien, tout ça eh bien, se confronter, et c'est vraiment diablement réussi et diablement impactant. C'est dessiné eh bien, par le grand auteur eh bien, George Pérez, qu'on ne présente plus, auteur regretté de A Crisis on Infinite Earths, Le Gant de l'Infini, Wonder Woman, Les 4 Fantastiques, etc. etc. C'est un auteur vraiment fondamental de l'histoire du comic book, et qui a toujours eh bien, un trait à la fois eh bien, très précis, où il met bien beaucoup de détails, et en même temps très grandiloquent,
avec, notamment dans ce Hulk, des bastons, homériques, qui, sauront, vous marquer. En plus, Peter David en profite pour boucler une sorte de boucle vis-à-vis de ce qu'il a pu raconter sur le personnage et vis-à-vis de l'histoire de Hulk. Je vous laisse un petit peu lire l'histoire pour découvrir ce qu'il en est, mais moi je trouve ça diablement réussi et bien trouvé. Donc vraiment un grand récit sur le Colosse de Jade, que moi je vous recommande vraiment énormément, qui a une ambiance vraiment apocalyptique, dantesque, avec des personnages très touchants, notamment toute la relation entre Hulk et Rick Jones, le jeune enfant que Bruce Banner a sauvé de l'explosion Gamma, et qui va devenir un personnage assez important de l'univers Marvel, sidekick de Captain America, de Captain Marvel, et j'en passe. Donc du coup là on montre une espèce aussi de finalité de la relation entre les deux personnages qui est vraiment très mélancolique et vraiment magnifique. Donc voilà, un classique que je vous impose de lire si vous êtes fan du Colosse de Jade, parce que si ce n'est pas déjà fait, ça vous manquera. Et voilà, c'est vraiment super. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller lire tous les travaux de Peter David. C'est un auteur dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais qui a vraiment fait beaucoup de choses et qui a vraiment marqué Hulk de son empreinte. Tout ce que Ali Wing a retravaillé dans Immortal Hulk, ça vient de ce qu'a fait Peter David sur le personnage. Donc pour vous dire à quel point c'est important. Et je termine un petit peu cette présentation aussi pour vous dire que si vous êtes fan de l'auteur, actuellement il traverse une période assez difficile. Peter David il est malade en ce moment. Et du coup, il a beaucoup de mal à payer ses frais médicaux. Les États-Unis obligent. Donc, je sais qu'il y a une cagnotte qui a été mise en ligne. Donc, je vous invite à y participer si vous êtes fan du travail de l'auteur, parce que il a fait vraiment beaucoup de choses pour Marvel et il a sans doute marqué beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller lui filer un petit coup de main. Du coup, ce Hulk futur imparfait sera disponible pour 19 € pour le prix pour la quantité de 168 pages. On commence cette semaine du 5 mai avec du coup les nouveautés urbaines, les premières nouveautés urbaines de ce mois-ci, et une nouveauté très très attendue, on le sait, c'est le Batman Beyond the White Knight, donc le nouveau comics qui explore un peu plus l'univers du White Knight lancé par Sean Murphy il y a déjà un moment maintenant, après White Knight, Curse of the White Knight et le petit à côté Harley Quinn qui est très sympathique et qu'on vous conseille de lire avant de lire ce Beyond the White Knight si ce n'a pas déjà été fait. Et voilà, il y a la nouvelle entrée, donc toujours avec Sean Murphy au dessin et au scénario, qui cette fois-ci en fait va essayer de revisiter, réinventer le personnage, notamment du Batman Beyond qu'on connaissait dans un premier temps avec une série télé, puis avec de très bons comics, le personnage de Terry McGinnis. Donc voilà, on arrive dans un monde qui nous propulse 10 ans après la fin de Curse of the White Knight. Alors, attention, je vous préviens, va y avoir des spoilers si jamais vous ne voulez vraiment pas, si vous n'avez pas lu Curse of the White Knight, je vous conseille de passer en fait cette présentation, puisqu'on est obligé de spoiler l'intrigue et de revenir après avoir lu Curse of the White Knight, pourquoi pas. Donc 10 ans après ce Curse of the White Knight, on a Bruce, j'allais dire Banner, mais pas du tout, Bruce Wayne, qui est en prison du coup, et qui du coup purge sa peine, alors que Derek Powers, lui, a réussi à mettre la main sur les actifs de la famille Wayne et utilise tout l'argent qu'il a à sa disposition pour créer une nouvelle milice qui est notamment dirigée par Dick Grayson et qui voilà instaure un climat un peu, on va dire, de police dictatoriale dans Gotham, notamment dans une néo-Gotham, et il envoie notamment Terry McGinnis pour aller récupérer un costume de Batman qui n'a jamais été utilisé, sauf qu'au moment d'aller récupérer ce costume, Terry McGinnis, en fait, rencontre des policiers et n'a pas d'autre choix que d'emprunter le costume et de le porter, et à la suite de ça, il va décider de devenir le nouveau Batman, le Batman Beyond de Neo Gotham, mais il se trouve que Bruce Wayne en entend parler et ne voit pas la chose de la même manière. Il ne veut pas de cette vie très dangereuse et pleine de violence pour Terry McGinnis, et du coup va le pourchasser pour essayer de lui faire entendre raison et de l'empêcher de suivre ses pas. Voilà, c'est le nouvel univers. Batman White Knight, c'est quelque chose qui cartonne énormément, ça a été ressorti dans plein d'éditions, on a eu la dernière édition Urban Nomad, donc on sait que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Sachez notamment que on aura 2 éditions, comme pour le Harley Quinn. On aura une édition classique à 24 € et une édition spéciale en noir et blanc à 29 €. Ça sera sur un total de 264 pages. Et du coup, voilà, on a très hâte de voir ça
arriver. Et pour continuer et finir cette semaine du 5 mai, on va vous parler un peu de Jurassic League. Alors Jurassic League, c'est un récit un peu particulier, ultra régressif et ultra jouissif surtout, qui nous voit en fait plonger dans le monde qu'on connaît, à l'époque du Jurassique, avec les hommes de caverne et les dinosaures, et les super-héros. Et oui, on n'est pas dans un monde avec Batman, avec Superman, avec Wonder Woman, bien qu'ils existent, mais sous une autre forme, une forme de dinosaure. Kal-El est bien d'arriver sur Terre, mais ce n'est pas un humain, c'est un dinosaure qui a été recueilli sur la Terre. Et du coup, on va voir une espèce voilà, un peu de what if, de comment serait la Terre des super-héros avec la Justice League si ce n'était pas des humains, mais des dinosaures. C'est quelque chose de très très violent, de très très bourrin, mais c'est vraiment extrêmement plaisant à lire. On a Daniel Warren Johnson qui co-scénarise ça avec Juan Gedeon qui lui s'occupe des dessins. Donc un peu dommage de ne pas avoir du Daniel Warren Johnson parce qu'on le kiffe, on le surkiffe hein, ici à Original Comics au dessin, mais Juan Gedeon nous propose vraiment des choses super cool. Et du coup, on a une nouvelle vision des super-héroïques qui du coup devront former notamment avec la Trinité Batman, Superman, Wonder Woman, mais aussi je sais qu'il y a eu Aquaman, former la Jurassic League pour affronter leur plus grand ennemi, Darkseid. Donc voilà, un Darkseid en version dinosaure et ses sbires. Vous allez retrouver beaucoup de personnages de l'univers de DC Comics dans une nouvelle version en dinosaure, notamment le Joker dès le premier issue, qui aura un combat assez stylé avec le Batman. Et voilà, on est très content de voir ça arriver. C'était vraiment une curiosité un peu bizarre qui était sortie en VO, mais qui a vraiment pu plaire à beaucoup de gens pour son côté, comme je vous le disais, très régressif, qui se prend pas vraiment au sérieux, mais qui propose vraiment un grand spectacle, comme on adore avoir un blockbuster du comics. Ça sera disponible du coup pour 17 € dans un comics de 144 pages chez Urban. Le 10 mai, nous aurons droit eh bien, à la sortie d'un nouvel omnibus consacré à Spider-Man. Et un omnibus eh bien, assez important parce qu'il va s'agir eh bien, de la compilation du run eh bien, de Roger Stern sur le tisseur de Marvel. Ce run-là, il est vraiment très important pour Spider-Man parce que c'est celui qui va, disons, emmener le personnage dans l'ère moderne des comics, qui va vraiment eh bien, restructurer un petit peu l'univers de Spider-Man et qui va tenter eh bien, de recapturer l'essence eh bien, du personnage en s'inspirant eh bien, de la période de Stan Lee et Steve Ditko. C'est une série eh bien, qui va être un petit peu au long cours et qui ne va pas forcément eh bien, avoir de grands moments de grande histoire eh bien, sur le long terme, mais qui va chercher eh bien, à montrer dans des petites histoires en fait, toute l'importance du personnage de Spider-Man, sa compatibilité et surtout eh bien, aller chercher par petites touches ce qui peut définir eh bien, Peter Parker en mettant eh bien, beaucoup l'accent sur sa vie civile et sur son activité eh bien, super-héroïque. Ce relais il va instaurer eh bien, beaucoup de choses très importantes, hein. Notamment ça va être là qu'on va voir la création du Hot Goblin, le super bouffon dans une saga qui va tenter d'émuler la saga d'origine eh bien, du bouffon vert. On va voir eh bien, cet homme qui va récupérer les avancées techniques et le matériel eh bien, de Norman Osborn pour devenir eh bien, un nouveau bouffon, mais cette fois-ci eh bien, pas complètement eh bien, timbré, et dont l'identité eh bien, va être le fil rouge vient vraiment de ce run-là, qui va se finir un petit peu en eau de boudin, disons, à cause de soucis éditoriaux, mais qui n'enlève pas au grandiose de ce qui est raconté. Dans cette série-là, on va retrouver, je vous dis, beaucoup de choses très importantes pour Spider-Man, notamment, c'est là qu'il va y avoir eh bien, l'histoire très culte et beaucoup aimée des lecteurs du meilleur fan de Spider-Man, où eh bien, Peter Parker va aller à la rencontre d'un jeune enfant qui a une maladie, et dont Spider-Man eh bien, va venir pour eh bien, le divertir, et qui va nouer il y a toute une relation assez touchante avec lui. Donc vraiment beaucoup de choses qui vont beaucoup marquer le Spider-Man eh bien, du début des années 80 et qui vont vraiment le faire rentrer dans l'ère moderne des comics. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va voir eh bien, l'arrivée du dessinateur eh bien, John Romita Jr. Pour sa première fois eh bien, sur Spider-Man, et qui va eh bien, au fur et à mesure de l'histoire eh bien, vraiment commencer à trouver son style un petit peu définitif, qui va au fur et à mesure eh bien, complètement se détacher de l'influence eh bien, de son paternel pour eh bien, vraiment exploser totalement dans la suite eh bien, des années 80 et bien, dans la suite eh bien, de son parcours. Du coup, cette série-là, eh bien, elle est réalisée eh bien, par Roger Stern, qui est un éditeur qui est un auteur qui a commencé eh bien, comme éditeur chez Marvel avant eh bien, de toucher un petit peu à l'écriture, notamment sur la série en fait, Spectacular Spider-Man, qui était la deuxième série en fait, qui avait été créée dans les années justement au début des années 80 pour eh bien, un peu étancher la soif des
des lecteurs sur Spider-Man qui voulaient bien toujours plus. Et Roger Stern, il est un petit peu particulier parce qu'il fait partie de ce qu'on pourrait appeler bien la troisième vague d'auteurs de Marvel Comics, c'est-à-dire ces auteurs qui vont arriver en fait au milieu des années 70 et au début des années 80, donc du coup qui vont comporter des auteurs bien comme Frank Miller, comme Walter Simonson, comme Mark Gruenwald, et qui ont l'originalité en fait d'être des gens qui ont grandi avec le comic book et surtout qui ont grandi avec le comic book, c'est bien de super-héros et de Marvel. Du coup, c'est des gens en fait qui arrivent dans le milieu en ayant envie d'être auteurs de comic books, qui ont envie de raconter ces histoires-là, qui étaient différents de la génération des générations d'avant. Qui eux faisaient bien du comics parce que il fallait manger en fait tout simplement et qu'ils n'avaient pas forcément de passion particulière pour ce média-là, mais qui l'ont fait parce qu'ils avaient pas trop le choix sur le moment. Et du coup, les auteurs bien comme Frank Miller, comme Roger Stern, etc., eux, ils ont envie de faire de la BD. On pourrait mettre ça un petit peu en parallèle avec justement une déclaration de Frank Miller qui lui disait que moi je suis devenu auteur de BD parce que la BD est une forme d'art majeure en parallèle avec Will Eisner, le créateur du Spirit et du roman graphique aux États-Unis, qui disait que moi je suis devenu auteur de BD pour survivre, en gros. Et du coup, on sent tout cet amour dans l'écriture de Roger Stern. On sent que c'est un fan et qui va chercher à nourrir l'esprit de Spider-Man. Et c'est en ça qu'il va justement le faire entrer dans la modernité et que je vous dis qu'il va s'inspirer de ce que lui a pu lire en fait en étant enfant, des histoires de Lee, de Kirby, de Ditko, etc. et de tenter de ressusciter cette histoire-là. Roger Stern, lui, dans son écriture, il a toujours un côté justement très pop, très accessible. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire au long cours, à part l'identité du super bouffon, mais que ça va être que des enchaînements de petits arcs scénaristiques, où par exemple, Spider-Man va être confronté au Juggernaut, à d'autres ennemis bien plus secondaires, comme le vautour, que Roger Stern va beaucoup étoffer dans sa psychologie, et surtout, il va le confronter, va le sortir un petit peu de sa zone de confort, en mettant pas mal de côté des personnages classiques de sa galerie de méchants et en confrontant Spider-Man à d'autres méchants de l'univers de Marvel, ce qui le met bien en position de difficulté et l'oblige à se dépasser. Dans l'écriture de Roger Stern, moi je trouve qu'il y a toujours ce côté de personnages très dignes qui vont faire tout ce qu'ils peuvent en fait pour aider les gens et pour aller au mieux, même parmi toutes les difficultés qu'ils vont avoir face à eux en fait. Du coup, il y a un côté très touchant, moi je trouve, dans la manière qu'il a d'écrire et d'insister sur l'intimité des personnages. C'est quelque chose qu'on peut voir dans beaucoup de récits qu'il a écrits, notamment sur les Avengers avec l'arc État de siège, qui est sans doute une des meilleures histoires sur les Avengers et qu'il a écrit dans les années 80 avec John Buscema. Et Roger Stern, il a fait aussi il a un peu rentré dans le monde des comics en écrivant un run sur Captain America avec John Byrne et qui va ensuite partir chez DC Comics et pour devenir un des artisans principaux du Superman des années 80 et 90, notamment avec la saga de la mort de Superman et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc vraiment un moment très important pour Spider-Man et qui réussit vraiment à encapsuler tout ce qu'on aime du personnage, les galères de vie de Peter Parker, son côté vraiment poissard, mais en même temps son côté toujours digne, toujours fun, toujours léger, et qui va chercher à aider les gens autour de lui dans des histoires un petit peu indépendantes et très accessibles. La seule chose qui pourra peut-être vous désarçonner si vous lisez le run de Roger Stern, c'est que lui il n'aime pas du tout Mary Jane. Il trouve que Mary Jane et Peter Parker ne devraient jamais être ensemble. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il va quitter Marvel, parce qu'il est contre leur mariage et qu'il va s'engueuler avec ses responsables éditoriaux pour ça, et du coup lui il n'a pas trop de mal à multiplier un petit peu les conquêtes de Peter. Donc du coup ça pourra peut-être désarçonner si vous n'êtes pas forcément amateur de cette période-là en règle générale, mais franchement c'est assez marrant à lire aussi, et sa vision aussi est vraiment chouette à découvrir. Donc voilà, si vous êtes fan de Spider-Man, c'est une période qu'il faut connaître et surtout qui vraiment représente tout ce que Spider-Man peut faire de mieux dans ses histoires. Du coup cette gros omnibus présentera 1256 pages pour un prix de 90 €. Le même jour, vous pourrez retrouver le premier volume de Wolverine en deluxe qui va recompiler les débuts du personnage dans sa série solo pendant l'ère Krakoa ou l'ère Jonathan Hickman, ça dépend comment vous l'appelez. La première série sur Wolverine depuis pas mal de temps, depuis la mort du personnage en fait quelque part.
histoire qui va bien, nous montrer un petit peu comment bien, Logan s'inscrit bien, dans cette nouvelle ère des X-Men et comment bien, il va devenir une espèce bien, de gardien, de super flic de Krakoa qui va être un petit peu le mec qui va se salir les mains pour bien, aider qu'on peut et protéger au mieux cette utopie créée par le professeur Xavier. C'est une série bien, vraiment très sympathique qui est écrite par Benjamin Percy qui s'y connaît un petit peu en Wolverine parce que c'était lui qui avait adapté la série bien, Wolverine The Long Night qui était à la base bien, un podcast et qu'il avait adapté en comic book et qui était vraiment une superbe histoire de Wolverine en plus dessinée par le superbe Marcio Takara et pour bien l'occasion pour lancer cette nouvelle ère des X-Men, il va être accompagné au dessin par le légendaire Adam Kubert qui revient sur les X-Men et sur Wolverine, lui qui a bien tant marqué la licence et qui revient vraiment en très très grande forme et qui sera bien aidé pour quelques numéros par le dessinateur Victor Bogdanovich, ce dessinateur vrai au style un petit peu Capullo, qui est aussi très très talentueux. C'est une série qui est vraiment très chouette à suivre sur le long cours, une des plus importantes, en tout cas des plus longues de l'ère de Krakoa, qui va nous montrer Wolverine confronté à la fois à des groupes un petit peu anti-mutants, qui va aussi avoir maille à partir avec un groupe de vampires qui va chercher à s'octroyer les pouvoirs de son sang auto-régénérant. Plein de choses assez intéressantes. On sent que Benjamin Percy essaye avec son écriture de retrouver les tonalités d'un Larry Hama sur le personnage. Larry Hama qui, je vous le rappelle, était justement le grand scénariste de Wolverine dans les années 80-90. Avec cette emphase beaucoup sur l'ambiance, sur les émotions du personnage, sur justement la violence un petit peu que peut générer Wolverine sur son passage. Donc je vous dis vraiment beaucoup de choses très très chouettes. Un Adam Kubert vraiment extrêmement en forme, qui nous montre parmi les meilleures planches qu'il a pu faire ces dernières années, et qui est vraiment fantastique à suivre si vous aimez bien le mutant greffu. Ce Deluxe, il sera disponible pour 32 € pour un total de 328 pages. Petite interlude du coup, comme d'habitude au milieu de cette vidéo des Original Comics Monthly. Déjà, on espère que vous appréciez toujours ces vidéos et ces présentations. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Petit message, comme d'habitude, vous savez l'habitude maintenant, vous savez beaucoup d'habitude. Juste pour vous dire merci pour les retours que vous nous faites. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre les vidéos. Et le nombre de vues ne diminue pas, ça c'est assez cool. Il a légèrement diminué pour les indés, mais ça on s'y attendait. C'est assez prévisible quand on parle pas des super-héros, mais c'est pas très très grave. Si jamais du coup vous n'avez pas vu la dernière vidéo Original Monthly sur les indés, je vous invite à aller la voir, elle est vachement cool. Bien sûr, il y a le Original Comics Monthly indé qui va arriver là très bientôt après celui sur les super-héros. Merci encore, n'hésitez pas toujours à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des remarques à nous faire sur des choses qu'on oublierait, des choses que vous voudrez qu'on vous parle. Est-ce que vous voulez plus de focus sur certains comics, les omnibus, les deluxe, les 100%, tout ça? On est toujours à l'écoute et on est ravis d'en parler avec vous. Et on continue avec cette semaine du 17 mai qui arrive et un comics super cool qui arrive aussi. Le 17 mai, nous aurons le plaisir immense de pouvoir retrouver en omnibus un classique instantané des années 2010 chez Marvel. Je veux bien entendu parler du run de Dan Slott et Mike Allred sur le Silver Surfer. Alors là, s'il vous plaît, une petite minute d'attention parce que vraiment là, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un des grands chefs-d'œuvre qui ont été faits chez Marvel ces dernières années. Pour moi, vraiment un rangé à côté du Thor de Jason Aaron, des Avengers de Hickman ou des Uncanny X-Men de Rick Remender. Vraiment une série incroyable où Dan Slott va nous raconter en gros la romance du Silver Surfer de Norrin Radd avec une jeune terrienne qui est on va dire à soif d'aventure et de découverte, et comment tous les deux vont se rencontrer un petit peu par hasard au début de l'histoire et vont au fur et à mesure devenir un compagnon, aide, et surtout comment une relation amoureuse va se nouer entre eux au fur et à mesure, et toutes les problématiques que ça va poser, notamment vis-à-vis du passé du Silver Surfer qui va se retrouver de plus en plus prégnant dans la série, et disons sa nouvelle Dulcinée qui va devoir faire face disons aux démons antérieurs de Norrin Radd, notamment pendant sa période de quand il était le héros de Galactus, et tout ce que ça peut sous-entendre. Vraiment une histoire incroyable, très influencée par Doctor Who. Dan Slott, si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute que c'est un immense fan du docteur anglais, et on sent qu'il a vraiment
mis beaucoup de son amour et bien, pour cette série-là dans le Silver Surfer parce qu'on retrouve justement ce côté très aventure, très pop, à la fois très mélancolique parfois, très triste et en même temps très inventif avec des concepts de SF toujours très, comment dire, qui sortent vraiment de derrière les fagots mais qui sont vraiment passionnants où Dan Slott va mettre en avant les grandes entités de l'univers Marvel, Eternity, comment dire, le chaos, l'ordre, toutes ces choses-là, où il va, disons, jouer avec le passé du Silver Surfer, où là je vous laisse les découvrir parce que c'est un moment assez important de l'histoire, et du coup, avec toute cette relation, ce compagnonnage, si je puis dire, entre la nouvelle copine du Silver Surfer et lui-même, on a justement cette dynamique un petit peu du docteur et de sa, comment dire, et de son compagnon, notamment très influencé par la période Matt Smith, si vous êtes enfin Matt Smith et surtout David Tennant aussi, dont Dan Slott est très fan du Doctor Who, ça vous parlera peut-être si vous connaissez la série, et qui nous met vraiment dans une histoire incroyable. En plus, en partie scénarisé et totalement dessiné en intégralité par Mike Allred, ce dessinateur indépendant, complètement culte justement, qui a un trait très pop, très influencé par le Silver Age des comics, qui avait s'était fait beaucoup connaître en indépendant avec sa série Madman, pardon, et qui était arrivé par un petit peu par la petite porte chez Marvel dans les années 2000 avec la série culte X-Statix, qui est ressortie aussi assez récemment en omnibus. Et voilà, tous les deux, ils nous proposent une saga vraiment incroyable. Pour reprendre les mots de Xavier Fournier, ce run-là du Silver Surfer, il est taillé dans le bois avec lequel on construit vraiment les chefs-d'œuvre qui durent des années et des années. Donc vraiment, si vous aimez le Silver Surfer, si vous aimez la SF, si vous aimez les choses à la fois tendres et pop, vraiment allez vers ce récit-là. Il est vraiment le plus bel hommage qu'on pouvait faire à la fois à Doctor Who et à l'univers de Marvel et du Silver Surfer, qui est l'un des personnages les plus incroyables, moi, je trouve, de la Maison des Idées. L'âme la plus noble, la plus chevaleresque de Marvel, et qui il va tenter d'aider l'humanité et les autres du mieux qu'il peut, justement pour laver et se faire pardonner ses péchés passés. Donc vraiment une histoire extraordinaire qui saura vous émouvoir au plus haut point. Donc vraiment lancez-vous dessus et n'oubliez pas les mouchoirs, parce que vraiment c'est une histoire vraiment tendre qui saura vous marquer pour les années à venir. Sans doute pour moi la meilleure histoire jamais écrite par Dan Slott. Donc vraiment jetez-vous-y dessus. Vous pourrez retrouver ça pour un total de 688 pages et un prix de 70 €. Et pour cette semaine du 19 mai, tout simplement, on va avoir plein de sorties sous la troisième vague des Urban Nomades. Si vous ne les connaissez pas, les Urban Nomades, c'est une nouvelle édition qui a été lancée il y a quelques mois par Urban Comics, logique, qui voit en fait arriver des récits assez cultes, des récits assez importants de l'univers des comics, donc Vertigo et DC Comics, dans un nouveau format, le format poche en fait, tout simplement, des comics qui ont pour intérêt de conquérir un nouveau public, de permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des gros comics à 35 € de se faire plaisir avec des comics qui valent entre 6 et 10 €. On a plein de choses très différentes et surtout c'est des choses qui sont transportables, que vous pouvez lire un peu partout. C'était vraiment l'argument du directeur éditorial François Hercouet, qui voulait avoir des comics qu'on puisse lire n'importe où, que ça soit chez le dentiste, dans le métro ou au travail pendant une pause déjeuner, pourquoi pas. Du coup, on avait eu plein de choses très intéressantes qui sont sorties et on a pas mal de choses qui arrivent, donc ça sort par vague. C'est pas des sorties mensuelles ou bimensuelles, c'est vraiment tous les 3-4 mois, je crois, il y a une vague de comics qui arrive. Ici, c'est la troisième, avec la suite des séries qui avaient déjà été commencées. On a le tome 4 de Transmétropolitane, le tome 3 de Y le Dernier Homme. Je vous conseille énormément Y le Dernier Homme, c'est vraiment un petit bijou. Le tome 4 de Fable et le tome 2 de Justice League. Mais en plus de ça, on a aussi des nouveautés, des one-shots et des nouveaux débuts de séries. Alors là, on va avoir notamment des choses vachement intéressantes, avec le Nous 3, We Free de Grant Morrison et de Frank Quitely, un comics de science-fiction assez déjanté, où en fait on retrouve 3 animaux, un chien, un chat et un lapin, qui ont été privés de leur habitat naturel pour être transformés dans des espèces de cyborgs d'armes et devenir des armes de destruction massive pour l'armée. Sauf qu'en fait, à un moment où les animaux commencent à devenir peut-être un peu trop dangereux et un peu trop intelligents, le programme va être dissous. Il va être décidé de tout simplement d'abattre ces créatures, sauf qu'une docteure au grand cœur va décider non pas de les abattre, mais de les relâcher dans la nature. Et du coup, on va les suivre dans leur nouvelle
quête de vie et notamment à la recherche d'un nouveau personnage. C'est une série qui est fantastique parce que déjà, c'est Grant Morrison, il fait un travail formidable en tant que scénariste. On adore tous les œuvres qu'ils ont signées Grant Morrison et on a un Frank Whiteley qui est vraiment, vraiment incroyable sur ces dessins-là. Je vous le conseille vraiment, ça sera pour 5,90 €. C'est un comics de 120 pages, donc un truc très abordable et ça sera vraiment, vraiment une petite pépite. On continue tant qu'à faire avec Grant Morrison et Frank Whiteley, mais non pas en indépendant cette fois-ci, mais en super-héros avec le All-Star Superman, toujours donc du duo, qui arrive. All-Star Superman, une histoire assez connue, une histoire notamment qui qui va devenir de plus en plus importante, puisque vous le savez peut-être avec la reprise de l'univers cinématographique DC Comics par James Gunn et un autre bonhomme, mais j'ai oublié le nom. Peter Safran sur Peter, Twitter. Peter Safran, c'est ça, qui du coup lance des nouveaux films, reprennent tout simplement le lead de cet univers cinématographique de DC, je vais y arriver, et ont décidé notamment de faire un nouveau film, Superman Legacy, qui sera fortement inspiré d'All-Star Superman, écrit et tout simplement réalisé par James Gunn, tant qu'à faire. Et donc c'est quelque chose qu'il cite souvent, donc c'est peut-être l'occasion de vous plonger dans cette histoire si ça vous intéresse. All-Star Superman, en fait, ça voit tout simplement les derniers jours de Superman arriver alors qu'il sauve des scientifiques qui étaient en pleine mission scientifique autour du Soleil et qui doivent du coup subir un attentat terroriste. Superman s'empresse d'aller les sauver, mais est atteint par une décharge de radiation du Soleil, et alors qu'il se fait examiner par les scientifiques, ceux-ci découvrent qu'il a, en plus de nouveaux super-pouvoirs, sa vie qui va être écourtée parce qu'il ne lui reste que quelques jours. Ça va être vraiment le dernier barreau d'honneur de ce Superman, de ce Clark Kent, une histoire qui est franchement très touchante, très émouvante et qui nous montre à quel point le personnage de l'homme d'acier, l'homme de fer, l'homme d'acier, je ne sais plus, est important, est un personnage vraiment iconique du monde des super-héros et pourquoi c'est parmi les meilleurs super-héros malgré ce qu'on pourrait penser. All-Star Superman, du coup, ça sortira pour un prix de 7,90 € sur 296 pages, vraiment très très cool. Et on va aussi avoir Les Seigneurs de Bagdad de Brian K. Vaughan et de Nico Henrichon, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé si j'écorche le nom. C'est une série de comics indépendantes qui nous voit notamment en plein Bagdad, une Bagdad, du coup, une Bagdad, la ville de Bagdad, voilà, ravagée en fait par la guerre et les bombes. La ville est désertée et il ne reste plus que des animaux. Il ne reste notamment qu'une fratrie de lions qui peuvent, du coup, suite à ça, s'échapper du zoo pour essayer de retrouver un semblant de vie. Et ils vont découvrir une ville complètement en ruine, mais ils ne sont pas les seuls animaux qui y vivent. C'est une série qui est vraiment très très belle, que je n'ai malheureusement pas lue, je pourrais pas vous en dire plus, mais qui sera disponible du coup dans la troisième vague, 5,90 €, 136 pages, voilà, toujours un truc intéressant à découvrir. En plus de ça, on a aussi, et là je vais aller un peu plus vite, le Batman Un Long Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale qui arrive. Un Long Halloween, un comics extrêmement culte. Je ne vais pas vous le présenter, vous avez des milliards de vidéos qui existent sur YouTube pour pouvoir vous présenter à quel point c'est un comics important dans l'histoire de Batman. Ça sera disponible en tout cas pour 9,90 € et 376 pages. On aura aussi le Blackest Night de Geoff Jones et d'Ivan Reis et de Doug Mahnke qui sera disponible pour 7,90 € et 280 pages. Ça s'inscrit dans le run de Green Lantern de Geoff Jones. Ça avait déjà été édité plusieurs fois. Donc là, ça revient. C'est un récit assez particulier, notamment qui fait arriver une nouvelle version des lanternes, les Black Lanterns, qui côtoient beaucoup la mort. On a aussi Justice League et Crise d'identité qui complètent du coup cette quatrième vague, de Brad Meltzer et de Rags Morales qui arrivent. Pareil, ça je ne vais pas trop vous en parler, il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien sur YouTube et des articles aussi que vous pouvez aller lire sur internet. Mais voilà, ça arrivera du coup pour 7,90 € et 264 pages, plein de comics très intéressants. Sachez d'ailleurs que la quatrième vague est déjà annoncée, vous pouvez aller très vite trouver les titres qui seront dans cette quatrième vague sur internet, ça a été référencé par plusieurs sites, notamment on aura du Punk Rock Jesus, moi je trouve ça très très cool, j'adore ce comics. Du coup voilà, une troisième vague très sympathique, on vous invite vraiment à aller découvrir tout ça. Et on commence cette semaine du 24 mai avec une sortie qui était assez attendue, qui était très curieux de ne pas l'avoir avant, mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Le Miles Morales Spider-Man tome 0. Un tome 0, oui, c'est un peu étrange, qui fera du coup, en fait, le lien entre les derniers tomes de Miles Morales écrits par Bendis et le tome 1 de Miles Morales Spider-Man écrit par Saladin Ahmed. Si vous aviez commencé cette série, cette nouvelle série Miles Morales, vous vous étiez peut-être dit, si vous ne suivez pas trop l'actualité, c'est bizarre
bizarre, j'ai l'impression que j'arrive en plein milieu de quelque chose. Oui, c'était normal puisqu'on n'avait pas les premiers numéros de la série. Panini avait commencé à éditer cette série dans des kiosques et des softcovers, comme ils le font assez souvent, et à l'arrêt de je ne sais plus quel magazine, ils avaient décidé du coup de passer cette série en cartonné, en librairie en 100%, et sauf ils avaient décidé de reprendre là où elle s'était arrêtée avec le kiosque et de ne pas rééditer les premiers épisodes. Tout le monde avait trouvé ça un peu bizarre, un choix éditorial discutable certes, mais aujourd'hui Panini se rattrape en éditant du coup la première partie du coup du Miles Morales Spider-Man de Saladin Ahmed et de Javier Garron, oui je l'ai bien prononcé, qui du coup va arriver. Donc c'est la première série de Miles Morales qui n'est pas écrite par Brian Michael Bendis. C'est quelque chose qui est un peu délicat puisque c'est le créateur du personnage et du coup arriver après le créateur d'un personnage qui est un personnage qui était assez particulier, ne serait-ce que pour Brian Bendis, lui, personnellement, c'est toujours un peu délicat. Saladin Ahmed, il a eu un run qui a été mitigé, un peu décrié par certains, très apprécié pour d'autres. Sur le début, en tout cas, il faisait quelque chose d'assez intéressant. Il s'amusait vraiment à jouer avec ce que Bendis avait laissé derrière lui, notamment, du coup, les restes de l'univers Ultimate, le Miles Morales de la Terre 616 et tout ça. Donc voilà, on vous invite à aller découvrir ça, ou à vous le prendre si jamais vous faisiez la série depuis le tome 1. Là, comme ça, vous aurez un bon tome 0 qui vous permettra de raccrocher les wagons et d'avoir vraiment la série complète. Ça sera un gros comics, ça sera du 100% pour ne pas avoir quelque chose de différent avec le reste de la série. Dans votre bibliothèque, ça sera bien harmonisé. Ça sera un comics de 360 pages, donc un de luxe presque au niveau de l'épaisseur, pour 30 €. Donc voilà, un bon rapport qualité-prix, en sachant que bien sûr, on en profite, enfin Panini en profite pour sortir aussi le nouveau tome de la série, qui est je crois le tome 5, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le tome 5 qui sort et qui continue avec l'arc L'Empire de l'Araignée. Donc voilà, c'est disponible, c'est une série qui est très cool. Ça sort, parce que vous le savez peut-être, il y a le film Across the Spider-Verse qui sort bientôt, donc tant qu'à faire, pourquoi pas raccrocher les wagons pour prendre un comics assez cool. Cette même journée, vous pourrez également retrouver une nouvelle entrée dans la collection Grand Design de Marvel avec la sortie de Hulk Grand Design. Du coup, cette série qui a été lancée il y a quelques années, que vous connaissez peut-être, qui a pour but de, disons, compiler toute l'histoire en fait de personnages de l'univers Marvel et de manière un petit peu condensée. Ça avait été lancé il y a 4-5 ans par le dessinateur Ed Piskor avec son X-Men Grand Design, et depuis Marvel s'amuse à renouer un petit peu l'idée en confiant cette même idée à d'autres auteurs. On avait eu les Fantastic Four, et là du coup c'est au tour de l'auteur Jim Rogge de s'attaquer au Colosse de Jade pour nous raconter de manière un petit peu condensée son histoire. C'est toujours des récits qui sont très très chouettes. Les grandes designs, il y a un côté vraiment très un petit peu historique, un petit peu archéologique en fait, des auteurs qui vont aller rechercher dans les numéros d'époque pour nous recapturer l'essence. Il y a toujours un côté hommage à la fois dans le dessin ou dans la narration aux premières aventures des personnages. Donc c'est toujours très très sympathique à suivre, et surtout quand on est fan et bien évidemment des héros, c'est vraiment sympa de voir comment ces auteurs qui souvent viennent du monde de la bande dessinée un petit peu plus indépendant. Ed Piskor, lui, il s'était surtout fait connaître, notamment avec sa version disons historique du hip-hop et du rap qui est aux États-Unis en bande dessinée. L'auteur de Fantastic Four Grand Design aussi, lui, il est plus habitué aux des trucs un petit peu plus psychédéliques, un petit peu plus roman graphique d'auteur, qui est un petit peu le cas aussi de Jim Rugg. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment des auteurs qui ne sont pas forcément affiliés au monde du super-héros, réinterprètent ces univers-là, et comment eux-mêmes, même si ils évoluent dans des sphères disons un petit peu plus institutionnelles, sont fans à la base de héros en collant et en cape. Donc voilà, si vous êtes fan du Colosse de Jade, on vous invite à vous jeter sur ce Hulk Grand Design qui saura on vous espère rassasier votre amour de Hulk. Ça sera évidemment disponible pour 120 pages au prix de 26 €. Comme d'habitude, ces Grand Design, ils sont disponibles en très grand format et en souple. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et enfin, on va terminer ce mois en beauté avec pour le 31 mai, la sortie du gros omnibus de Spider-Man 2099 par Peter David, Rick Leonardi, Ron Lim et plein d'autres gens. Donc voilà, un ouvrage
bien sur le Spider-Man 2099 qui sort évidemment pour accompagner, la sortie du film, Spider-Man Across the Spider-Verse et qui sort, bien lui le 31, qui sort le même jour, le 31 mai, donc les choses sont bien faites, et qui va, bien nous raconter, bien cet univers, bien futuriste de Marvel qui a été créé, bien au début des années 90 avec, cette volonté, disons, de proposer justement une vision future de cet univers, d'avoir des choses un petit peu différentes qui sortent un petit peu, de la norme, très influencé par, bien, Blade Runner, parce qu'on va retrouver justement un monde 2099 complètement gangréné par les multinationales et les grandes corporations qui possèdent et aliènent, tous les individus, qui, exploitent, comme pas possible, qui, comment dire, créent, des technologies qui, remplacent les individus ou les aliènent. C'est bizarre, ça me rappelle des choses tout ça, et qui, vont se retrouver confrontés, disons, à de nouvelles générations, de héros, notamment, le personnage, de Miguel O'Hara du Spider-Man 2099. En fait, c'est un scientifique qui lui travaille, dans une des grosses, entreprises, qui, disons, régissent un petit peu, ce monde-là et qui cherche, à émuler, à reproduire les pouvoirs des super-héros passés, de l'univers de Marvel, qui sont, depuis devenus des espèces de divinités presque, disons des centaines d'années, après. Et notamment lui, il cherche à recopier, les pouvoirs de Spider-Man. Cependant, cette grande corporation, en fait, n'est pas forcément très en accord avec l'utilisation que lui, peut-être, pourrait en faire. Eux, disons, ont des idées un petit peu plus militaires en tête et vont tenter, d'empoisonner Miguel O'Hara pour, le supprimer. Cependant, Miguel, lui, il va réussir, à s'en sortir en s'injectant lui-même, son sérum de Spider-Man pour, tenter, de se sauver, tout simplement. Et ça va faire de lui, il va avoir, du coup, ça va marcher. Il va avoir les mêmes pouvoirs que Peter Parker et va décider, de combattre son ancienne entreprise en tant que Spider-Man 2099. Cette série-là, elle est écrite par Peter David, dont on vous a parlé, au début, de la vidéo sur Hulk, qui va être, l'un des grands artisans de cet univers 2099, qui va être choisi par Marvel, de manière, assez cocasse, parce que quand cet univers en fait a été lancé, Marvel a fait un petit peu une espèce d'appel à projet au sein des scénaristes en fait qu'ils pouvaient avoir, en leur demandant en fait de pitcher des personnages. Et l'approche en fait de Peter David, c'est celle qui va le plus plaire à l'éditeur de Marvel, parce que au contraire en fait des autres scénaristes qui eux vont en fait juste recopier en fait Peter Parker et le mettre en 2099, en gros créer le même personnage un peu loser, qui perd ses parents, toutes ces choses là. Peter David, lui, il va faire l'inverse. Il va se dire, moi, je vais créer un personnage qui est l'antithèse complet de Peter Parker. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est, comment dire, qui a toujours ses parents en vie, qui est déjà en couple avec une femme avec laquelle il va se marier, qui est quelqu'un d'un peu plus sérieux, du coup, complètement différent du côté un peu plus loser de Peter Parker. Et cette volonté, justement, de partir sur quelque chose de complètement différent, c'est ce qui va plaire et qui va faire le succès vraiment du titre. Miguel O'Hara, c'est vraiment un personnage super intéressant qui du coup semble être l'une des stars un petit peu du film Across the Spider-Verse, qui semble soit être un des personnages secondaires principaux, voire l'antagoniste. On verra bien, quand ça sortira. Et justement, je vous dis qu'il y a un personnage un petit peu plus tragique, qui justement, lui, est un personnage un petit peu aussi entre deux cultures, parce que Peter David, il réfléchit à comment construire un futur qui soit plausible, et du coup, Miguel O'Hara, lui, c'est un personnage qui est à la fois originaire du Mexique et d'Irlande, du coup, avec une volonté de montrer un futur qui est encore plus, disons, mêlé et entremêlé, que dans ses ethnicités, qu'aujourd'hui, du coup, qui est une manière assez intéressante de voir, notamment qu'on connaît, disons, les perspectives un petit peu des États-Unis, qui est censé être un pays qui va de plus en plus en fait s'hispanoiser en fait au fur et à mesure du temps. Donc c'est des choses qui commencent à arriver dans les années 90 et on sent que c'est des choses que Peter David réutilise un petit peu dans son scénario pour construire son univers. Donc je vous dis plein de choses assez passionnantes. Miguel O'Hara, il a un parcours vraiment super cool et surtout la série va être créée au dessin par le superbe dessinateur Rick Leonardi, qui fait beaucoup de choses chez Marvel, notamment du Spider-Man, dans la ligne plus classique, qui a fait aussi du X-Men pendant très longtemps avec Chris Claremont, qui se fera connaître beaucoup aussi chez DC Comics dans les années fin 90, début 2000 en faisant du Nightwing ou du Batgirl, et qui pour le Spider-Man 99 va créer un univers vraiment super cool. Moi, je trouve qu'il a un trait à la fois très dynamique et en même temps très, gothique, presque à la manière d'un Gene Colan. Et surtout, c'est
disons, le fait d'armes le plus connu à l'époque de Rick Leonardi, c'est qu'avec Mike Zeck, c'est un des créateurs eh bien, du costume noir de Spider-Man. Donc du coup, un moment aussi vraiment très très important. Et justement, moi j'aime vraiment beaucoup son approche eh bien, graphique sur le personnage. Donc moi je vous encourage vraiment beaucoup à découvrir l'univers du Spider-Man 2099 et l'univers eh bien, 2090 en règle générale, qui est vraiment une très très belle proposition cyberpunk de Marvel, qui fait eh bien, dans cette thématique justement, je vous dis, sur le capitalisme, sur les grandes corporations, beaucoup écho à des choses eh bien, qu'on peut encore vivre aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, je dis quelque chose d'à la fois fun, dramatique, attachant et en même temps pertinent. Donc ça ne se refuse pas. Et bien ça sera disponible pour nous eh bien, pour une centaine d'euros avec 1384 pages. Donc ça va être vraiment un gros bébé qui va compiler eh bien, beaucoup d'aventures de ce cher Miguel O'Hara. Donc j'espère que ça saura eh bien, vous intéresser. Et du coup, on finit cette semaine du 31 mai et donc aussi ce Original Monthly du mois de mai avec la ressortie en must-have d'un comics qui est vraiment très très cool. C'est le Spider-Man noir. Je n'ai pas pris qui écrivait ça, mais je vous dis ça tout de suite parce que je ne connais que la moitié des personnes. Spider-Man noir, c'est un comics qui est assez important dans l'univers de Marvel puisque c'était du coup un comics qui a lancé toute une gamme de comics qui était l'univers Marvel noir, qui voilà, revisitait certains des super-héros de Marvel dans cette ambiance noire qui a inspiré des livres, des romans noirs, des romans policiers et aussi du cinéma noir, un cinéma qui est formidable, qui a vu plein de films incontestablement géniaux arriver. Je vous invite à aller vous renseigner un peu sur le cinéma noir si vous ne connaissez pas. C'est une période fantastique du cinéma, hein, une période d'après-guerre, hein, c'est les années 50-60. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre. Et le fer de lance du coup de cette nouvelle collection, c'était Spider-Man qui était ramené du coup notamment par un Français, Cocorico, Fabrice Sapolsky, le co-créateur du magazine Comic Box, qui du coup avait écrit cette série, créé ce personnage avec David Hein, une série qui a été dessinée par Carmine Di Giandomenico et qui nous voyait donc le personnage de Spider-Man, Peter Parker, réinventé pendant la période de la Prohibition. Donc on retrouve vraiment tout ce qui fait le charme du Spider-Man avec la découverte de ses pouvoirs, la mort de l'oncle Ben, voilà, tout ce qui forme le personnage de Spider-Man, mais du coup dans un univers très différent, avec vraiment une patine très 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 sympathique. Carmine Giandomenico fait un travail formidable, je trouve, dans son approche artistique sur ce Spider-Man noir, et c'est vraiment l'occasion du coup d'avoir une vision un peu différente, vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus dure avec le personnage de Spider-Man et de Peter Parker. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui est devenu assez important puisque notamment il y a eu un deuxième tome, il y a une suite, puis il y a eu un nouveau Spider-Man noir qui avait été fait il y a quelques années. C'est un personnage qui a plu énormément aux fans et qui a été utilisé à plusieurs reprises. Ça a été utilisé notamment pour des jeux vidéo, Spider-Verse. Ça a été utilisé pour le dernier film d'animation, enfin le premier film d'animation, Spider-Man New Generation. C'est un personnage qu'on va revoir arriver dans le nouveau film là, Across the Spider-Verse, qui arrive. Du coup, voilà, c'est un comics assez important, assez culte, qu'on vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas. Une petite pépite, donc qui revient du coup ce 31 mai pour 16 €, un comics de 112 pages, voilà, quelque chose d'assez cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce Original Monthly de mai sur les super-héros Marvel et DC. On espère que ça vous aura plu. Bien sûr, le petit laïus comme d'habitude, on vous invite à aller vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche, à partager la vidéo tout autour de vous pour nous soutenir un maximum. Si aussi vous avez vu des livres qui vous plaisent et que vous avez absolument envie de précommander dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le descriptif de la vidéo dans lequel on met tous les liens qui renvoient vers notre site internet sur lequel vous pouvez commander ces livres, les faire livrer directement chez vous, les prendre en click and collect et en retrait boutique directement à la librairie à Paris si vous êtes parisien ou de région parisienne. Les livres vous sont envoyés dès qu'on les reçoit, c'est généralement très rapide. On essaye toujours de bourrer un maximum les colis avec de la protection, hein, bien sûr, pour que ça arrive en très bon état. Donc voilà, hein, ça fait pas de mal de le dire. Donc on se retrouve très bientôt, là, normalement dans 1 ou 2 jours, pour le Original Monthly indépendant. Et on vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.